Bonsoir. Depuis ce 1er juin 2022, les coûts du carburant ont été revus à la hausse dans notre pays. On en parle en début d'émission. Diaby Ibrahim est directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire. Il nous rejoindra en deuxième partie d'émission. Ensemble, nous parlerons de l'impact de cette hausse du coût du carburant dans notre pays. Analyse pertinente et débat constructif. Et ce qu'il faut retenir de l'actualité, c'est dans notre Live Talk. Bienvenue. Oyez, oyez, on est très heureux d'être en votre compagnie ce soir à nouveau pour un autre numéro du Live Talk avec toujours dans nos cœurs de l'amour à partager avec nos téléspectateurs, de l'amour à partager sur ce plateau. Bonsoir Yana, comment allez-vous? Bonsoir Brice, ça va très bien et toi? Ça va très bien. Tu es heureux? Oui, toujours très heureux, toujours très heureux. De nous retrouver ce soir. Chaque fois que je suis sur ce plateau, je suis face aux téléspectateurs, qu'ils m'accueillent chez eux, eh bien, il y a une vraie joie qui m'anime. Vous aussi, Madame Bleu? Oui, toujours. J'imagine. Tu me fais sourire. On passe un bon moment avec nos chers collègues et les téléspectateurs. Ça fait toujours C'est plaisir. tous les faits que je vous fais? Ben oui, sourire, oui. Toujours. Elle est bien habillée, Madame Bleu, ce soir. J'ai des photos. Hein. Du restaurant. C'est mieux que le sourire, ça. Tu me fais toujours sourire, c'est bien. Monsieur Poulougbe, bonjour, comment allez-vous? Bonjour Brice, je vais très bien et vous-même? Ça va très bien. On se porte très bien, Dieu merci. Merci. On est content de vous savoir à nos côtés également pour des interventions pertinentes, poignantes, des avis souvent incisifs. Vous avez le bonjour de certains de nos amis qui nous regardent du côté de l'Hexagone, qui nous ont dit « Monsieur Poulougbe nous plaît ». Voilà, je transmets comme reçu. En tout cas, merci à eux, c'est gentil. Très bien. Petit débat, on parle de hausse du carburant. Il faut qu'on en parle. Je ne sais pas si je dois commencer mes propos par alors qu'on se croirait à l'abri. En tout cas, la Direction générale des hydrocarbures a annoncé hier une hausse des coûts du carburant qui prend effet à compter de ce jour pour toute la période du mois de juin. Dit juin, la lutte contre la cherté de la vie est-elle compromise? Déjà, Élisée, qu'est-ce qui justifie une nouvelle hausse des prix des hydrocarbures, selon vous? Bon, déjà, il faut noter que, je pense que c'est important de le dire, hein, on est dans un système où on parle d'automatisation des prix. C'est-à-dire que les prix, vous aurez constaté avant, bien évidemment, la crise russo-ukrainienne, vous aurez constaté que parfois, on avait quelques hausses, parfois, on avait des baisses. On sentait qu'au fur et à mesure, ça dépendait en fait de la fluctuation du coût au niveau mondial. Parce que ce que certainement beaucoup ignorent, c'est vrai que nous avons découvert, ou du moins il a été découvert il y a quelques mois de cela au large de la Côte d'Ivoire. On a découvert le pétrole. Voilà, du pétrole en grande quantité d'ailleurs, on a même appelé ça baleine, c'est-à-dire que le gisement baleine, mais qui rentre en exploitation en 2023. Jusque-là, nous importons 95% de notre besoin en produits pétroliers. 95%, oui. C'est énorme. Donc, c'est-à-dire qu'on est totalement dépendant des coûts mondiaux. Voulez nous dire que tout le carburant qu'on utilise pour nos voitures, pour les groupes électrogènes, enfin, tout ça vient quasiment de l'extérieur. 95%. Donc, c'est quasiment de l'extérieur. On est vraiment dépendant de l'extérieur pour tout ce qui concerne les hydrocarbures. J'ai envie de dire dépendant et en danger. Effectivement. Donc, du coup, quand vous êtes dépendant des coûts mondiaux, donc tout incident sur les coûts, effectivement, vous affecte. Et c'est dans cette dynamique-là que nous sommes. Figurez-vous que de janvier jusqu'à aujourd'hui, en tout cas selon ce que le porte-parole du gouvernement a annoncé aujourd'hui, c'est une indemnisation d'environ 200 milliards. Une subvention. D'une subvention, oui. d'environ 200 milliards que l'État a consenti pour pouvoir maintenir au niveau le prix du gasoil, qui, selon les pouvoirs publics, ce produit pétrolier-là qui est le plus utilisé dans les transports en commun, pour ne pas que ça ait un impact sur le pouvoir d'achat des citoyens. Mais c'est pour vous dire que la situation est vraiment délicate. Et tant qu'on prie que la crise ne perdure pas et ne dure pas en Russie, parce que la Russie et l'Ukraine sont deux grands producteurs de pétrole, et deux grands importateurs de pétrole, deux grands fournisseurs de pétrole à travers le monde. Donc, on prie nous tous pour que vraiment la crise s'arrête assez vite, parce que si elle perdure et qu'elle se poursuit,
ou du moins à condition qu'entre-temps, nous, en 2023, rapidement, le gisement baleine, qui apparemment est très grand gisement. Ça puisse être mis en exploitation même en 2023. On commence déjà à l'exploiter en 2023, mais déjà ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les efforts doivent être faits de sorte que rapidement on trouve une solution à la crise ukrainienne, sinon ça ne fait que grandissant. Et quand on regarde l'actualité au niveau mondial, c'est pareil. Que ce soit dans les pays occidentaux, que ce soit dans les pays américains, que ce soit un peu même en Afrique, dans plusieurs pays, vraiment, on assiste à une flambée générale des coûts des produits pétroliers. Moi, j'ai encore en mémoire l'intervention ici, sur ce plateau, de l'ambassadeur de Russie, qui semblait à demi-mot menacer la terre entière en disant si ça continue, mais avec la Russie, il y aura des conséquences dans l'ensemble du globe. Et je crois que c'est ce qu'on est en train de... au niveau de l'ensemble du globe. C'est ce qui est en train de se faire ressentir, en tout cas. Oui. Alors, conséquence justement de cette hausse des coûts des hydrocarbures en Côte d'Ivoire. Conséquence pratique, on a déjà le prix donc de l'essence super sans plomb qui passe de 695 francs à 735 francs. Donc ça concerne quand même une grande partie des véhicules de la ville. Une hausse de 40 francs, voilà, mais ça concerne effectivement une grosse partie des véhicules qui circulent dans la ville d'Abidjan et partout en Côte d'Ivoire. En tout cas, le prix du pétrole lampant, donc celui qui sert à électrifier, j'ai envie de dire éclairer certains villages et certaines contrées du pays, lui est resté le même. Au niveau du gaz butane, rien n'a changé. Ce sont les mêmes tarifications, heureusement, pour les différents ménages. Donc le problème se situe vraiment au niveau du pétrole, donc super sans plomb. Bon, Madame Bleu, 40 francs de hausse. Est-ce que vous pensez que ça va avoir une incidence, par exemple, sur le coût des transports? Parce qu'après... 40 francs, c'est au litre, hein, la hausse de 40 francs au litre. On a l'impression que c'est pas du tout insignifiant. 40 beaucoup, francs, même 5 francs sur le prix au litre en termes d'augmentation, c'est pas insignifiant du tout. Et je pense qu'il y aura forcément une incidence sur le prix, certainement des transports à un moment donné, parce qu'on l'avait vu ici il y a quelques semaines, après la première augmentation de l'année, il y avait déjà certains grincements au niveau de syndicats de transporteurs qui, pour ceux qui roulent au gasoil, voulaient soutenir ceux qui roulent au super en essayant d'augmenter les prix. Et nous, sur ce plateau, on s'était insurgés contre cette possibilité d'augmentation de prix. Et ça n'a pas eu lieu. Mais je pense qu'à ce niveau-là, avec 40 francs de hausse, je ne suis pas certain qu'ils pourront tenir assez longtemps en termes de dépenses, en termes de tout ce qui est lié à la gestion de leur transport, en fait. Donc, certainement qu'il y aura une augmentation, et cette augmentation pourrait également avoir une incidence. On le verra peut-être au niveau du coût des denrées alimentaires. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Ça fait l'effet boule de neige. L'effet boule de neige, parce que transporter le vivrier de l'intérieur du pays jusqu'à Abidjan, sachant toutes les tracasseries qu'il y a sur la route, en plus du coût du carburant qui augmente, on peut tenir à un moment donné, mais on ne peut pas tenir longtemps. C'est énormément, en tout cas, de secteurs qui seront touchés. C'est forcément les produits sur le marché qui vont encore avoir une nouvelle raison d'être beaucoup plus chers. Parfois, on a des personnes qui sont malhonnêtes et qui vont, j'ai envie de dire, volontairement augmenter les prix des produits pour faire plus de profit et qui vont mettre la faute sur l'augmentation du prix du pétrole. Très bien. Alors, j'ai l'intervention d'Eben. Eben qui nous dit sur nos pages des réseaux sociaux, le brut que nous exploitons est vendu en Europe et nous achetons moins cher ceux du Nigeria et l'Angola. Est-ce que le Nigeria et l'Angola sont les pays exploitateurs de pétrole? Oui, le Nigeria et l'Angola, c'est les premiers producteurs de pétrole en Afrique. Donc pourquoi allons-nous en Ukraine et en Russie? Pourquoi on ne se tourne pas un peu vers le Nigeria pour pouvoir supporter un tout petit peu? Mais moi, je n'ai pas la cartographie des pays qui nous fournissent du pétrole, mais je reste convaincu, si c'était aussi simple, comme peut-être tente de le faire croire notre ami internaute, si c'était aussi simple... Peut-être que la consommation du Nigeria n'est pas suffisante pour pouvoir irriguer... Je voulais même en venir. Si c'était aussi simple comme il le laisse croire, je pense qu'avant que nous-mêmes on ne prenne la direction du Nigeria, plusieurs autres pays auraient déjà pris cette direction-là et donc ne connaîtraient pas cette hausse dont on parle. Mais en réalité, il ne faut pas confondre une chose. Le brut
le pétrole brut en lui-même, là, il ne signifie rien en réalité. C'est quand il est raffiné ouais. qu'il devient maintenant ce pétrole qui devient utile. Donc même si vous avez une quantité extraordinaire de pétrole, mais que ce n'est pas raffiné, donc ce n'est pas utile à la consommation, à l'utilisation, vous n'avez rien fait. Donc de façon déjà en concrète. 2023, où on est en train de nous dire que Baleine va commencer à être exploité en 2023, c'est le brut là qu'on va exploiter. Ben, on n'a même pas encore Non, on parlé attend d'abord de voir, mais bon, c'est vraiment ça sera exploité. C'est pas demain la veille. Ben, selon les informations à ma position, déjà, une partie même du pétrole nigérien même est raffiné par la Côte d'Ivoire, par la à la CIE. CIE. Donc on se dit déjà qu'on a plus ou moins une raffinerie qui peut nous aider déjà dans notre exploitation, d'aller tout droit au but en fait, de pouvoir consommer sur place ce qu'on produit. Donc ça c'est déjà un avantage. Mais ce que je veux dire... Donc Baleine pourrait être une solution. Voilà, qui pourrait être une solution. Donc, je pense même que ça sera une solution si on veut s'en tenir aux propos du chef de l'État à la veille de 2022, lorsqu'il tenait son discours. Il a dit que cette découverte qu'on a faite, qui va rentrer en production en 2023, permettra d'avoir des ressources additionnelles qui vont nous permettre d'amorcer de façon significative notre développement. Forcément. Dans plusieurs domaines, que ce soit le domaine éducatif, que ce soit le domaine économique, social, en tout cas, il a évoqué. Alors, donc, on suppose qu'il y a une estimation. De façon très concrète, avec Baleine, par exemple, enfin, je cherche les mots parce que c'est important ce que je veux dire. Avec Baleine, par exemple, on risque de contenir, par exemple, les questions de pénurie de carburant. Oui. Et puis, avec l'argent de Baleine qu'on va vendre à d'autres pays, ça permettra, par exemple, de subventionner d'autres secteurs. Oui, mais Brice, c'est comme une inversion de la pièce. Vous avez 95% de votre consommation que vous importez actuellement. Quand vous arrivez à avoir une production, à produire, et que vous inversez, désormais, c'est plus 95 que vous importez. On va sur la base, par exemple, que vous désormais, vous importez jusque 5 parce que vous avez 95 que vous produisez, ça va forcément avoir un coût, ça va forcément avoir un impact sur le reste. Permettez-moi d'avoir une inquiétude dans votre processus, c'est que la cire qui est au milieu, qui raffine, est habituée à raffiner 5%. Et un matin, on va lui dire, il faut raffiner 95%. Non, mais ça va se faire crescendo. Est-ce qu'elle a la possibilité? Non, mais Brice, je pense que... Mais je pense que ce que Élisée essaie d'expliquer, c'est que ça va déjà venir soigner quelques mots. C'est-à-dire que dans des situations d'urgence comme celle-ci, on aura, en tout cas, j'ai envie de dire... de la réserve qui sur permet quoi quand même compter en tout cas, et on va pouvoir mieux amortir en fait les coûts, les différentes augmentations auxquelles nous faisons face, parce qu'aujourd'hui en l'occurrence on n'a pas d'autre solution que de faire face à cette augmentation. Il ne faut pas oublier, comme tu l'avais dit au départ, que le cours du baril est indexé au cours du Brent, donc au cours mondial, et on voit depuis le mois de janvier, on a une augmentation fulgurante exponentielle du prix du baril. On a dépassé la barre des $100 à partir du mois. Je crois qu'on est à 120 maintenant. On est à plus de 120, on est à 122. En tout cas, autour de 120. Voilà, on est à 122 en ce moment. À partir de mars 2022, on avait dépassé la barre de $100. On avait donc connu un pic. Et je pense que la crise ukrainienne a commencé aux alentours de la fin du mois de février. On a connu un pic. Non, janvier, je crois. Oui, voilà. Janvier. On a connu un pic donc au niveau du prix du baril. Et là, il ne cesse d'augmenter. On va bientôt dépasser, peut-être certainement, revenir au pic des $130 le baril. Donc, comment on va gérer cette situation, sachant qu'on a déjà une hausse qui est en cours, c'est la deuxième hausse de l'année 2022. Est-ce que l'État pourra contenir cette augmentation en subventionnant, en absorbant tout ce qui est frais inhérents? Il y a la TVA, il y a la gestion des stocks, le stockage, il y a tous ces coûts-là, ces frais cachés qui rentrent dans le prix. Est-ce que vous n'abordez pas déjà la conséquence à partir de la cause? Pour dire, si aujourd'hui on constate qu'il y a une augmentation, ça peut vouloir dire que l'État n'a pas pu contenir cette... Non. Je crois que pour répondre à la préoccupation, ou du moins le porte-parole du gouvernement a répondu à la préoccupation ce matin quand il intervenait dans son point de presse. À la préoccupation, le porte-parole du gouvernement a été très clair. Ça, il n'est pas passé par le dos de la cuillère pour le dire. Il a dit qu'il se pourrait qu'on poursuive les hausses au regard de l'évolution de la situation actuelle. C'est-à-dire, si la crise continue de s'exacerber et qu'on ne trouve pas de solution, on serait forcément... Parce que comme on l'a dit, vous avez 95% de votre consommation qui vient de l'extérieur, qui dépend de cette... La crise aussi permet à ces prix-là d'augmenter. Et on n'est pas les seuls, il y a d'autres pays étrangers, exactement, c'est ce que je dis. de la sous-région ça indexe tout le monde. Donc, il a été clair, il a dit aujourd'hui que c'est possible qu'il y ait encore d'autres hausses. Que l'État n'aura pas forcément les moyens de voilà. Et là, l'État, comme il le dit, pour le mois de mai, c'est une subvention d'environ 80 milliards qui a été faite sur les 120 qui ont été déjà faits de janvier à avril. Donc, on est à 200 milliards de subventions. Je pense qu'arrivé à un certain moment, l'État ne pourra pas. Surtout même quand en plus les bailleurs de fonds, les partenaires au développement estiment que ce n'est pas du droit de l'État
de pouvoir faire une telle subvention parce qu'ils pensent que ce qu'on prend pour subventionner peut servir dans des infrastructures sociales de base. Donc déjà, l'État est plus ou moins en train de jauger entre les exigences des partenaires et puis comment contenir la pression sociale. Donc vraiment, c'est un effort. Le point qu'Élisée soulève est très important parce que quand on regarde certains commentaires, quand en tout cas on a vu toutes les réactions sur la toile concernant cette augmentation, on voit un peu les gens dire « Ah, il faut que l'État nous soutienne, il faut que l'État nous soutienne ». Mais il faut que les gens comprennent que dans des situations de crise comme celle-ci, l'État joue certes son rôle, mais il faut que les citoyens aussi adaptent et réadaptent leur mode de vie et leur mode de fonctionnement à cette situation d'urgence. Alors justement, ce propos, j'ai les propos d'un internaute, Joël Bruce Botti, qui nous dit avec la limitation des véhicules qui rentrent sur le territoire, tout le monde s'est retourné vers les nouvelles voitures. Du coup, nous avons pour notre jeune entreprise 5 véhicules qui sont au super. Nous passons d'une dotation du simple au double depuis le début de l'année, c'est affreux. Vous demandez en même temps aux gens de s'adapter, vous leur dites quoi? Quand je parle de réadaptation, non, ça ne va pas être évident, ça on est clair, je ne suis pas en train de dire que, en tout cas on pourra forcément revenir à des prix normaux, non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que certes, l'État pourra jouer sa partition en subventionnant, mais derrière, nous en tant que consommateurs, on a une attitude à avoir vis-à-vis de la consommation qu'on fait. Tu me demanderas laquelle. Non, je veux renchérir. Pas qu'on ne conduit plus, mais on essaie nous-mêmes de gérer en tout cas notre flux de circulation en ville. Je veux renchérir. Je veux dire, c'est des réflexes qui sont spontanés dans ces situations d'urgence. Je veux renchérir, puis je veux aussi, en fait, c'est pas que faut qu'on dise ce qui est réel aux concitoyens et aux citoyens. On n'est pas dans un jeu où on doit faire la langue de bois, où il faut mentir, il faut dire la vérité. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, notre pays, 95% de sa production de pétrole, là, c'est importé. Aujourd'hui, la crise en Ukraine et en Russie fait que les coûts du baril ont profondément augmenté. On est aujourd'hui autour de 120 $ de baril. Quand vous imaginez qu'il y a environ 3 ou 4 ans en arrière, où on était autour de 45 $, aujourd'hui on est autour de 120 $. C'est une réalité. La Côte d'Ivoire n'est pas extraite du monde. La Côte d'Ivoire est dans le monde. Donc ce qui se passe là, ça influence d'une manière notre État. Quand on dit qu'on doit adapter nos habitudes, mais c'est une réalité. Je prends le cas spécifique de cet exemple qu'il donne. Ils ont 5 véhicules qui fonctionnent, mais aujourd'hui il y a une réalité. Ils sont tous au super. Le prix a augmenté. Ça agit sur vos finances. Peut-être là où l'État peut essayer d'agir, c'est de voir dans quelle mesure l'assiette fiscale, on essaie plus ou moins de desserrer un peu. Mais derrière, le citoyen, lui, qu'est-ce qu'il fait? Au lieu que 5 véhicules roulent de façon simultanée, ben, je fais régler 3. C'est vrai que ça va réduire un peu mes efforts, mais je suis obligé. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis, justement. Mais là, c'est pas ce que je dis. Je ne dis pas que c'est pour faire le beau. Mais je dis que, comme on le dit, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Ce n'est pas parce qu'on est dans une situation normale qu'on agit. Quand on est dans une situation exceptionnelle, il faut adapter son attitude à la situation. C'est ce qu'on veut dire, en fait. Mais en fait, permettez-moi de vous poser une question que je me pose quand j'entends une voix dans ma tête, en disant, mais comment ça se fait qu'on soit aussi en danger, aussi dépendant? 95% de notre consommation provient de l'étranger. Et puis, on n'a peut-être pas imaginé qu'on devait développer, par exemple, d'autres mécanismes pour pouvoir être moins dépendant de ces fluctuations qui peuvent... C'est des situations d'urgence comme celle-ci qui vont alerter des puits offshore qui soient fonctionnels, suffisants. Voilà, on parle de gaz naturel, si on n'en a pas suffisamment, on ne peut pas les inventer, malheureusement. Donc, on est dépendant, forcément. Je comprends, Brice, je te comprends. Et puis, c'est le sentiment qui anime tout le monde. On se dit toujours, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu anticiper? C'est toujours des questions, quand on est dans une situation de crise, c'est des questions qui reviennent. Mais je dis toujours, je le disais à l'instant, la Côte d'Ivoire n'est pas isolée du monde. La Côte d'Ivoire est dans le monde. Quand vous voyez des pays qui ont des réserves aussi plus importantes que la Côte d'Ivoire, comme les États-Unis, qui aujourd'hui sont confrontés à une situation véritable de crise énergétique avec le pétrole, même au Canada. Nous, on a eu des correspondants des gens du Canada qui, aujourd'hui, ont dit la tendance, c'est de garer tout ce qui est véhicule de type 4x4 et rouler les petits véhicules qui consomment moins, parce qu'aujourd'hui, le baril du pétrole a flambé au niveau mondial et le coût est passé. Aujourd'hui, eux, ils évaluent le super chez eux, au Canada, autour de 900 à 930 francs CFA. Donc, c'est dit que c'est une situation... Le Canada, c'est pas quand même un pays aussi simple. Donc, c'est une situation qui affecte le monde de façon générale. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2 facteurs. Hein. Il y a la mondialisation qui a été tant vantée et qui permet d'interconnecter les différents pays, de pouvoir faire des échanges de biens et de services. Mais il y a aussi le capitalisme, malheureusement. Lorsque le prix du baril flambe, il y a des personnes qui gagnent de l'argent et qui spéculent. Mais c'est le principe de l'offre et de la demande. Exactement, voilà. C'est le principe de l'offre et de la demande, pour laquelle, malheureusement, nous, citoyens, nous n'avons pas la même mise, en fait. Donc, c'est vraiment au-dessus de nous, c'est sur des marchés qu'on ne contrôle pas, malheureusement, sur lesquels les prix sont fixés et dont nous sommes malheureusement dépendants parce que nous ne sommes pas autosuffisants. 2 choses.
Vraiment, prions pour la paix en Ukraine. Surtout, on espère que la médiation du Voilà. président Macky Sall portera des fruits. peut-être. C'est le président Macky Sall qui va en médiation. Ah, il a Non, il va proposé, il s'est rencontrer les proposé, deux. voilà. C'est prévu qu'il aille au nom de l'Union africaine Union qu'il de l'Union préside en africaine. fait. On a tellement décrié l'inactivité de l'Union africaine qu'ils ont décidé de prendre les devants et de Voilà en Ukraine. aller en Ukraine. D'accord. Et en Russie. Deuxième chose, prions pour que Baleine puisse être fonctionnelle. D'ici 2023. Inch'Allah. C'est ici qu'on va mettre fin à notre petit débat. Qu'est-ce qui a retenu ou qu'est-ce qui a retenu notre attention donc sur la toile, dans la presse écrite, ou au niveau de nos petits écrans. On découvre tout ça maintenant dans notre Lu entendu. Et notre Lu entendu du jour nous vient de la une du quotidien L'Intelligent. Anne Ouloto, celui qui paye pour rentrer à la fonction publique n'est pas digne d'être un fonctionnaire. Bon. Je ne veux pas dire que c'est une déclaration J'entends des voix. creuse. J'entends des gens dire, ouais, on connaît ça. Oui, on est habitué à entendre ce genre de déclaration. Mais qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que les fonctionnaires qui sont dans cette situation ou bien qui ont eu recours à de la fraude ou qui ont payé pour pouvoir entrer à la fonction publique devraient avoir leur orgueil fouetté, devraient être mal dans leur peau, devraient pouvoir se dire effectivement, oui. nous ne sommes pas dignes d'être fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire et ces personnes devraient démissionner. Je ne pense pas malheureusement, parce que je pense que déjà des personnes qui ont payé pour être fonctionnaires, n'ont pas la même façon de voir les choses que toi qui es en train de décrire tout cela. Donc ces personnes ne vont malheureusement Quand pas tu lis démissionner. cette déclaration, tu te sens blessé. Enfin, si cette personne a Si tu as une éthique, hein, tu te sens... Mais avant d'avoir cette éthique, tu n'aurais pas payé C'est ce que je dis, justement. Donc, rentrer à la fonction ces publique, personnes ne sont pas forcément dans le même état d'esprit que toi en ce moment, Brice. Malheureusement. Et puis on a vu des cas où, par exemple, malheureusement des fonctionnaires décédés pour lesquels leur salaire était malheureusement toujours perçu par d'autres personnes qui en profitaient. Donc on a eu à faire des nettoyages dans les listes des c'est bizarre fonctionnaires. quand même que... l'éthique et tout oui, ça. mais les gens aussi, concours de ENAO, INFASO, Poliso, il y a toujours un SMS qui passe pour dire il y a un tonton qui a une place quelque part. Ils sont tous au courant de ça. Donc il y a des gens dans cette administration qui ont payé pour être quelque part. Bon, moi, quand je regarde, je lis la phrase de la ministre, je pense que sa phrase, pour moi, la phrase n'est pas complète. Parce que si autant... Pardon, Élisée, pardonnez-moi, mais je veux dire, avant cette déclaration, il y a déjà eu le communiqué de Madame la ministre qui disait qu'il y a des personnes qui avaient payé le diplôme. Vous vous souvenez de cet épisode? Donc, elle parlait également des personnes qui avaient le faux diplôme. C'est ça, voilà, le phénomène des faux diplômes. Voilà, oui. donc, qui avaient payé leur diplôme. Donc, ils ont payé leur diplôme, ils ont payé pour entrer. Et puis là, on leur donne la phrase choc. Mais en l'occurrence, quand on lit une telle déclaration, il n'y a pas que les fonctionnaires frauduleux qui sont indexés. C'est aussi tout le système. Parce que c'est pas comme si ils arrivaient comme ça aussi à la fonction publique. Non, il y a tout un système qui est mis en place pour les recruter, le concours, etc. Donc c'est une forme aussi de désaveu, d'aveu en tout cas de la faiblesse du système en lui-même. Donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on indexe directement les fonctionnaires, qui ne sont pas les seuls responsables. Mais je reviens à vous tout à l'heure. Élisée, vous terminez ce que vous dites. Oui, donc je disais que pour ma part, quand je lis cette phrase, la première impression que j'ai, c'est que la phrase n'est pas complète. La phrase de la ministre, c'est vrai, je n'irai pas jusqu'à avoir la prétention de dire que j'étais dans sa tête, mais je me dis qu'elle veut évoquer ici les questions de corruption. Ce n'est pas digne d'être un fonctionnaire. Mais autant celui qui paye pour entrer n'est pas digne d'être un fonctionnaire, autant celui qui reçoit la paye pour permettre à celui-là d'entrer n'est pas digne d'être un fonctionnaire. Donc c'est pourquoi je dis que la phrase pour moi n'est pas complète. Parce que s'il y a corrupteur, c'est parce qu'il y a corrompu, c'est parce qu'il y a corrompu en fait. C'est pourquoi il y a corrupteur. Donc pour moi, j'estime que la ministre, en le disant, pour moi, c'est une reconnaissance implicite de l'État de ce que ce système existe. Et donc, il faut le combattre. C'est déjà une bonne chose de reconnaître que ça existe. Comme je le dis très souvent, quand on sait de quoi on est malade, c'est déjà un début de solution. Parce qu'on peut déjà savoir plus ou moins si le diagnostic est bien posé, ce qu'on peut apporter. Aujourd'hui, je crois que pour les prochains mois et prochaines années, et surtout immédiatement avec les concours qui viennent, c'est le lieu de faire la preuve de ce qu'aujourd'hui on est résolument déterminé à combattre la fraude dans nos systèmes administratifs. Il ne s'agit pas juste de dire, c'est déjà une bonne chose de le dire, c'est une mise en garde, mais il faut qu'on se donne vraiment les moyens. Mais déjà pour les permis, je crois qu'il y a la décision du ministère des Transports de remplacer les... Oui, c'est une solution comme tant d'autres qui est essayée. On espère que ça sera une solution
durable. Parce que c'est tout un système. Ce n'est pas juste changer une ampoule par-ci, une ampoule par-là. Il faut carrément changer le système électrique de la fonction publique. Donc, comme tu disais, tu t'es mis un peu à sa place en essayant d'avoir un discours un peu plus complet. C'est la corruption. Je pense qu'une certaine manière, c'est la corruption qu'elle essaie de pointer du doigt. Mais elle le dit bien dans ses propos. Voilà. Elle évite donc à éviter toute forme d'extorsion de fonds de candidats. Il me plaît de rappeler donc à toutes et à tous qu'aucun candidat ne doit payer pour être admis à un concours. Et surtout, elle a pointé du doigt le fait qu'il est important que lorsqu'un citoyen fait appel au service public, qu'il soit satisfait. C'est le problème de satisfaction de nous, citoyens, qui allons faire des demandes de papiers administratifs ou bien qui avons besoin d'extraits de naissance ou d'autres documents et qui nous retrouvons face à des agents qui ne sont pas motivés, des agents qui nous font perdre du temps parce qu'ils veulent de l'argent ou ce genre de choses. Donc, elle est bien consciente de la situation, elle est bien consciente qu'il y a corruption parce qu'il y a corrompu, parce qu'il y a corrupteur. Maintenant, il faut poser des actes concrets. Il faut être dur, il faut être, je veux dire, radical. Et la première chose à faire, c'est d'interpeller les consciences. Et je crois que cette phrase-là, elle est destinée aux consciences pour dire, en âme et conscience, si vous savez que vous êtes un fonctionnaire et que vous avez payé pour devenir fonctionnaire, vous devez vous sentir mal. Mais c'est là où si vous avez l'intention de payer pour devenir fonctionnaire. Alors, réaction des internautes, vous allez un tout petit peu sourire parce que... Première question, Eben, digne, ça veut dire quoi? Première question. C'est la bonne question. Chèque. Bon, Bernard Bénédiction nous dit, c'est qu'il y a beaucoup qui ne seront pas dignes d'être fonctionnaires. Mais en même temps, c'est tellement fréquent et récurrent que... Non, mais en fait, c'est ça. Tu parles de conscience, mais finalement, ce n'est pas juste cette phrase qui va éveiller les consciences. Je veux dire, quand on parle de corruption, ce n'est pas aujourd'hui, là, en 2022, qu'on a commencé à parler de corruption, que ce soit dans la fonction publique ou à d'autres niveaux de l'administration ou dans d'autres secteurs d'activité. Non, la corruption aujourd'hui, si on devait pouvoir éveiller les consciences avec une phrase, je pense qu'il n'y en aurait pas de corruption. Moi, je pense qu'il faut directement aller aux mesures de sanctions. Il faut directement se mettre à changer le système en lui-même. Et donc, il faut que ça marche. Il faut que ça marche parce que ça ne sert à rien de faire fonctionner le public comme le privé, avec des objectifs à atteindre. Si les objectifs ne sont pas atteints, vous êtes rétrogradé ou un autre système qui permet de sanctionner. Mais il faut faire fonctionner le public comme le privé. Non, mais aujourd'hui, il y a un problème. Non, mais il y a un problème. Avec ce fonctionnement, on ne pourra pas atteindre des objectifs si les personnes ne sont pas qualifiées et si les personnes ne sont pas compétentes. Non, mais ça permet de pouvoir éjecter du système les personnes qui ne sont pas qualifiées et qui sont là par copinage, tout simplement. Justement, mais c'est un réel audit qu'il faut faire. C'est un réel audit qu'il faut faire. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Je ne sais pas quels moyens ça va mobiliser. Mais là, on nous parle vraiment de fonctionnaires qui ne sont pas à leur place. Donc avant de se mettre des objectifs, il faut déjà faire un nettoyage. Il y a des fonctionnaires qui ne sont pas à leur place, il y a des fonctionnaires qui ont des faux diplômes, il y a des fonctionnaires qui ont payé pour être là-bas. Bon, okay. Il y en a qui sont plus motivés. Il y en a même qui sont, il y a de motivés. Tout en tout cas. Il y en a qui viennent une seule fois dans le système, au travail. Ils viennent pointer et puis voilà, tout simplement, ils rentrent à la maison. Ils sont assis au bureau, de toute façon, ils n'ont pas grand-chose à faire. C'est juste de transformer cette volonté, je dirais, en réalité. C'est vrai que c'est une volonté affichée de Madame la ministre de vouloir combattre vraiment la corruption. Vraiment que cette volonté-là, affichée là, soit matérialisée sur le terrain. C'est vrai qu'il y a des efforts, il y a des intentions, mais il faut aller au bout. C'est ça. Il faut aller au bout. C'est vrai que ça va peut-être prendre du temps. Ça va même susciter des réactions. Après, il faut que ça monte jusqu'à la tête de la pyramide et tout ça. C'est pas évident. Mais non, je pense qu'après, l'État est bien conscient de ce problème de corruption, d'insatisfaction des usagers, donc des citoyens, face à leurs services publics. Et raison pour laquelle elle a fait cette déclaration et tant d'autres. Maintenant, il faut agir tout simplement pour passer des mots aux actes. Je lis le message de Kader Bamba qui nous dit la réalité, c'est comme un désaveu du ministre, car il va se trouver qu'il y a longtemps que ces agents sont en place. Donc, elle n'a pas la volonté de les renvoyer. Elle dit, bon, comme on ne peut pas vous renvoyer, mais vous-même... il faut vous évangéliser, vous sensibiliser. Voilà, c'est ça, vous sensibiliser. Il faut avoir un peu de conscience pour vous dire que si vous êtes arrivé ici en payant, vous devez pouvoir vous dire, bon, allez, Madame la ministre, je suis désolé. On ne va pas s'en sortir. Hein. Voilà. Bon, une chose est sûre, il faut y croire et surtout, il faut reconnaître que ça met cette administration un tout petit peu en retard.
Ça met cette administration un Totalement, tout et petit peu en retard. surtout, ce sont les usagers qui payent le prix fort parce que entre les files d'attente, le temps perdu et tout ça, c'est pas digne de notre fonction Oui, mais c'est une publique. question de conscience. C'est pour ça que je suis un peu d'accord avec Madame la ministre. Lorsque le premier point à toucher, c'est la conscience des gens. Vous dire que quand vous êtes à la tête d'une structure et que vous avez 3 guichets, et que incroyablement, il n'y a qu'un seul guichet, par exemple, qui fonctionne, et que vous êtes la seule personne qui fait fonctionner le guichet, et que vous avez le temps de prendre votre téléphone pour parler avec vos amis pendant que vous êtes en train de faire votre activité, vous avez un problème de conscience. Totalement, totalement. C'est tout ça qu'on doit apprendre avant d'être recruté à la fonction publique. C'est peut-être des choses à faire inculquer aux futurs fonctionnaires, en fait. C'est ça, et c'est là où on parle de compétences et du mérite, en tout cas, d'avoir sa place de fonctionnaire. Et puis peut-être aussi Atombré augmenter Dieudonné les salaires, Didi, hein. mais les gens refusent d'admettre que ça existe. Réaction d'Atombré Dieudonné Yao. Voilà. Non, mais qui est les gens qui refusent? Dans la mesure où la ministre elle-même en parle, je pense que c'est la première autorité qui gère la fonction publique. Donc, si elle en parle, ça veut dire qu'on reconnaît. Il y a une Nous, tous, reconnaissance voilà, que une ça reconnaissance, et donc on veut apporter des solutions C'est maintenant. ça. Une fois qu'on a reconnu, moi je dis juste, il faut passer aux actions. Il faut qu'on voit de vraies mesures qui soient Oui, mais il faut prises. faire comme dans les pays Il de faut l'Est, des- il faut des afficher. mesures. Moi, j'aime bien ça. On affiche les récalcitrants, ceux qui ont fraudé, ceux qui sont passés par des systèmes de corruption pour pouvoir être là. Et puis, ça permet de refréner les envies des autres, tout simplement. Le système asiatique. Très bien. Quelqu'un aurait dit les mains de et vous complétez vous. Bon, on va recevoir notre invité. Permettez qu'on reçoive notre invité à présent qui nous rejoint sur le plateau, sur le jingle. Nous avons M. Diaby Ibrahim qui nous rejoint sur le plateau du Live Talk. Bonsoir M. Diaby, prenez place. Je rappelle, vous êtes directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier en Côte d'Ivoire. Merci d'être ce soir. Merci. Alors, la première chose, c'est comment vous appréciez un tout petit peu observer votre point de vue sur cette hausse du coût de carburant. Merci de nous donner l'opportunité de parler donc de cette question d'actualité. En tant que transporteur routier, nous suivons l'actualité au plan national comme au plan international et nous voyons que ce qui se passe aujourd'hui en ce qui concerne donc la fluctuation des prix du carburant ne dépend pas seulement de la Côte d'Ivoire, mais surtout du contexte international aujourd'hui qui impose donc un certain nombre de niveaux de prix donc, des intrants tels que le carburant. Donc notre appréciation va en même temps que le monde évolue avec les crises qu'on connaît aujourd'hui, malheureusement, qui a un impact donc, sur notre monde. Mes camarades sur le plateau tout à l'heure étaient en train d'évoquer, supposer et Est-ce qu'il y supposer aura une augmentation éventuation du prix du transport? Est-ce qu'il y aura une incidence sur l'augmentation du prix du transport? Alors, il faut noter que le carburant consommé ici en Côte d'Ivoire par les transporteurs, en grande partie, c'est le gasoil. Ouais. Donc, le secteur du transport routier consomme à plus de 90% le gasoil. Ah bon? Donc, le carburant qui est concerné aujourd'hui par cette augmentation, c'est le super. C'est vrai qu'au niveau du transport urbain, nos compatriotes transporteurs au niveau des taxis, au niveau des petits véhicules, ont commencé à consommer de l'essence. Et donc, vous allez voir qu'à ce niveau-là, il va y avoir des préoccupations parce que l'impact de cette augmentation sur ce type de transport-là va se faire ressentir. Donc ça sera certainement, peut-être, comme vous le dites, au niveau des VTC, puisqu'ils consomment du super, beaucoup plus. Alors, nous avons décidé depuis un certain temps d'avoir des actions concertées. Okay. Alors, d'avoir des actions concertées pour éviter que chaque ligne, chaque gare, chaque propriétaire, chaque conducteur ne fasse son prix comme il veut. On a décidé donc d'avoir des actions concertées pour analyser l'impact de cette augmentation sur le coût d'exploitation des véhicules et essayer de prendre des décisions qui prennent en compte les intérêts des uns et des autres. Mais quand vous parlez d'action concertée, comment ça se matérialise en pratique? Parce que est-ce que ça veut dire que, bon, pour celui qui a un taxi, qui ne roule pas au gasoil, qui roule à l'essence, est-ce qu'il devra quand même s'aligner sur les prix que vous avez fixés? Non, vous savez, madame, nous travaillons sur des lignes. Alors, ce sont des lignes. Quand vous prenez Abidjan, le transport urbain avec nos taxis communaux, avec ce qu'on appelle les VTC, avec les taxis compteurs qui sont à essence, travaille sur les lignes. Le taxi-compteur est donc le mode de transport qui est transversal. Lui, il fait tout Abidjan. Alors, mais les taxis communaux vont de ligne en ligne. Ce sont des lignes qui sont bien connues. Donc, à partir du moment où nous avons fait répertorier ces lignes,
nous allons concerter les responsables de terrain qu'on appelle les délégués, les chefs de ligne, les chefs de gare, etc., pour donc essayer d'analyser l'impact de cette augmentation-là sur la consommation, sur les lignes en question, et voir ensemble s'il y a lieu de faire un réajustement et faire ce réajustement. Encore une fois, je tiens à dire que toutes ces questions-là vont se faire dans un cadre beaucoup plus concerté pour éviter que nous ayons, si vous voulez, un certain nombre de désordres sur le terrain. Vous en parlez parce qu'on a déjà vécu cette situation de désordre où certains avaient estimé être solidaires d'un autre groupe. On en sourit un tout petit peu. Mais on avait frôlé effectivement cette situation de désordre et je crois que c'est pour ça que vous prenez à bras le corps la situation. Ah oui, bien entendu. Mais il faut dire que quand même, quoi qu'on dise, au niveau de la Côte d'Ivoire, la situation est globalement maîtrisée. Et elle est globalement maîtrisée parce que sous d'autres cieux, même si c'est le super qui a augmenté, l'effet de solidarité dont vous parlez se manifeste immédiatement et c'est tout le mode de transport qui répercute immédiatement ce qu'on appelle l'augmentation. Ici en Côte d'Ivoire, que ce soit le transport interurbain, que ce soit le transport international, que ce soit le transport de marchandises aujourd'hui, vous allez voir qu'il ne va pas avoir d'impact sur le coût de transport à ce niveau-là. Simplement, au niveau du transport urbain, comme je l'ai dit, nos taxis communaux, au niveau des VTC, etc., certainement, après concertation, il pourrait certainement avoir ce qu'on appelle un réajustement, encore une fois, qui tient compte des intérêts des uns et des autres. Est-ce que vous pouvez nous rassurer qu'il y a un cadre de concertation qui a été mis en place entre vous et le gouvernement qui fait que vous vous retrouvez régulièrement pour essayer d'harmoniser cette situation? Ce cadre de concertation, il existe toujours. Il a toujours existé avec le ministère des Transports. Ce n'est pas seulement en attendant l'augmentation du prix du carburant, mais dans des dossiers beaucoup plus complexes que le prix du carburant. Le cas de contestation, il existe toujours. Le ministère des Transports a introduit une démarche inclusive qui tient compte des avis des uns et des autres, surtout de la cible que sont les transporteurs, à travers une démarche inclusive, comme je l'ai dit, par consultation, pour que les décisions qui sont prises tiennent compte des intérêts des uns et des autres. C'est pour cela que depuis bientôt 10 ans, vous voyez qu'il y a une certaine accalmie dans le secteur du transport routier, ce qui dénote, si vous voulez, ce partenariat public-privé qui porte aujourd'hui ses fruits. Vous avez un cadre de concertation avec le gouvernement. Est-ce que ce même cadre de concertation, vous l'avez également avec les associations de consommateurs de Côte d'Ivoire? Ah oui, bien entendu. Sur beaucoup de dossiers, nous travaillons avec les consommateurs. À un moment donné, il y avait ce qu'on appelle des incompréhensions, parce que pour parler avec quelqu'un, il faut bien le connaître. Alors, quand on ne connaît pas quelqu'un, on interprète, on le voit de loin et on le juge. Parce que, or, on a fini par être compris par les associations de consommateurs, pour la plupart, et aujourd'hui, ils sont en train de devenir petit à petit les porte-voix des acteurs du secteur du transport routier, parce que le transport a un certain nombre de problèmes qui ne peuvent pas être jugés sur des carrefours, mais qui se jugent autour des tables, surtout avec les entités concernées. Mais David, puisque je vous ai, j'ai des réactions d'internautes sur nos pages des réseaux sociaux. Stéphane Kouadio nous dit la ligne la plus chère de Côte d'Ivoire, c'est celle de Cocody. Les prix ont augmenté, il n'y a pas de solidarité, ce sont des slogans pour la télé. Je dis comme j'ai reçu. Heureusement. Voilà. Disons, soyons clairs, heureusement que c'est la ligne de Cocody. Vous savez, dans une ville comme Abidjan, lorsque l'impact de cette augmentation est localisé, est connu, on parle de 2-3 lignes, on peut dire heureusement. Autrement, on aurait assisté à une vague d'augmentation générale insignifiante avec un désordre incompréhensible qui peut soulever des fronts sociaux. Heureusement qu'on parle d'une ligne de Cocody, on parle d'une ligne à Yopougon, on parle de 2 lignes, je ne sais pas, à Djamé. Ça veut dire que la situation est maîtrisée. Et ça, il faut saluer aujourd'hui les actions que nous menons. Les actions que nous menons aujourd'hui avec le ministère des Transports, et ça porte le fruit. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à avoir une situation vraiment maîtrisée. Monsieur Djabi, est-ce que vous êtes en train de nous dire que ces lignes-là qui ne respectent pas les prix qui ont été plus ou moins arrêtés, on va les laisser continuer sur cette voie ou bien vous allez les ramener à l'ordre? Ah non, je voulais vous informer que dans un premier temps, lorsqu'il y a eu la dernière fois l'augmentation de 30 francs sur le litre du super, nous avons fait une tournée sur le terrain pour essayer de ramener, si vous voulez, les prix à la normale, ce qui a marché. Vous avez une ligne à Yopougon, Lièvre Rouge, Lubafrique, Palais. On avait constaté là-bas un certain nombre de réajustements des prix. Après notre tournée, les prix sont revenus à la normale. On avait une ligne Cocody, Angré-Château, qui avait connu aussi ce dysfonctionnement. On a mené une campagne de sensibilisation avec nos délégués. La situation est redevenue normale.
Aujourd'hui, avec cette augmentation de 40 francs, il va sans dire que certaines lignes vont certainement connaître le même mouvement. Mais il nous appartient, à nous en tant que responsables, de faire en sorte que ces différents réajustements soient raisonnables et qu'elles n'impactent pas, si vous voulez, la vie de l'usager en termes de dépenses. Bon, puisque vous en parlez, les réactions, et ça tombe bien certainement pour vos équipes qui n'ont peut-être pas les informations. Ouel Adaye nous dit que les prix ont bel et bien augmenté, même sur la ligne de Treichville-Bassam, on est passé de 300 à 500 francs. À Port-Boué, ça a augmenté. Bernard Bénédiction. Ah, bon, je vous le dis juste pour que vos équipes notent, au cas où, quand même, qu'il y ait quelque chose à faire. Mais on voit bien que la difficulté de votre démarche se trouve dans le fait qu'aujourd'hui, il faille concilier des positions de personnes qui sont un tout petit peu à leur propre décision, on a envie de dire. Mais moi, ma question, c'est de savoir... J'allais d'abord essayer de comprendre, parce qu'on parlait tout à l'heure des responsabilités, comment situer les responsabilités dans ce type de situation d'urgence. Moi, j'évoquais justement la responsabilité des citoyens de réadapter leur mode de vie. C'est vrai qu'on a une responsabilité du gouvernement, on a vu avec cette forme de subvention de plus de 200 milliards récemment. Finalement, qui doit faire quoi aujourd'hui quand les prix ont augmenté comme ça ? Qu'est-ce que les citoyens doivent faire? Qu'est-ce qu'on doit attendre de l'État? Et qu'est-ce qu'on doit attendre des transporteurs? Il faut d'abord noter que le transport, c'est un commerce. Hein. C'est une profession libérale. Et donc, le transporteur, c'est un investisseur. Et quand vous investissez, vous attendez un retour sur votre investissement. Et vous ne pouvez rentabiliser votre affaire que lorsque vous maîtrisez vos charges. Et lorsque vos charges évoluent, vous adaptez le prix de vente donc, aux charges que vous avez. En clair, si aujourd'hui le transporteur routier ivoirien veut adapter le prix de son ticket ou le prix de sa course à la charge qu'il a aujourd'hui, les prix qui sont pratiqués aujourd'hui sur le terrain vont passer du simple au double. Alors, c'est pour vous dire que des efforts sont faits par les transporteurs, quelle que soit la petitesse de la ligne, comme la grandeur de la ligne, pour contenir ce qu'on appelle les augmentations et permettre à nos populations de se déplacer dans de bonnes conditions. Vous allez avoir des lignes aujourd'hui en Côte d'Ivoire où, je sors du cadre du transport urbain, vous avez des autocars entre les localités aujourd'hui. Ces autocars-là, les prix d'achat de ces autocars sont passés du simple au double. Les autocars font aujourd'hui les 100 millions de francs par autocar, sans les agents de la banque. Ça veut dire que si vous prenez un autocar pour aller à Korogo aujourd'hui, cet autocar que vous avez sur la ligne, avec les agents, tourne autour de 125 à 130 millions. Si vous en avez 10, vous avez pour 1,3 milliard. Alors vous avez des entreprises en Côte d'Ivoire aujourd'hui qui en ont 40, qui en ont 60, qui en ont 150, qui en ont 200. Alors si vous voyez l'enveloppe financière ou la charge financière que ces chefs d'entreprise ont sur la tête, le coût d'investissement, et que vous regardez le prix du ticket aujourd'hui, vous allez dire, mais ces gens, comment ils s'en sortent? Alors ça vous dit que, mais dans tous les cas, comme c'est une profession, quand vous choisissez votre métier, vous assumez. Et c'est ça, ce que la débat des transporteurs aujourd'hui. Alors l'idée aujourd'hui, c'est d'aller à la professionnalisation. C'est pour cela que tout est mis en œuvre pour que dans un cadre concerté, on ne puisse pas déborder en termes d'augmentation de prix, en termes d'anarchie, etc. Mais je peux vous dire aujourd'hui qu'on peut s'estimer heureux parce que la situation est localisée. Mais nous ne sommes pas à l'abri, en tout cas au regard des dernières déclarations du gouvernement, nous ne sommes pas à l'abri d'une possible augmentation du prix du super et peut-être du gasoil. Est-ce que malgré tout, si on arrive à cette situation d'une troisième augmentation, vous serez capable de maintenir vos prix? Ah non, je vous ai dit que c'est du commerce. Oui. Je ne peux pas garantir le fait que s'il y a une augmentation à la limite qui dépasse la limite, qu'on puisse vous dire que non, on va maintenir. Non, ce n'est pas possible. Parce qu'il faut payer la banque, il faut rembourser les financiers, il faut payer l'employé, il faut payer les impôts. Donc les charges sont là, les charges ne diminuent pas. Ce qu'il faut retenir, c'est que même si le gasoil n'a pas augmenté, mais les produits liés, donc, qui sont issus du produit pétrolier, peuvent augmenter. Parce que la pneumatique va augmenter, la batterie va augmenter, le courroie de distribution va augmenter, le lubrifiant va augmenter. J'ai un véhicule en gasoil, mais les intrants ont augmenté. Mais le carburant n'a pas augmenté. C'est tout ça que la population doit comprendre et doit essayer de voir que les transporteurs font des efforts énormes pour contenir, si vous voulez, ce volet-là que les gens ne voient pas.
pour ne pas que ce soit répercuté sur le prix du transport. Ils ne voient pas en même temps parce qu'ils se disent, pendant qu'ils sont en train de contenir, ils pensent quand même à faire des profits. Bon, parce qu'ils ne font pas juste quelque chose, mais vous avez dit c'est une activité commerciale. Après, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Alors, justement, Rihanna, en solution pour vous, Kader Bamba, parce que vous parliez tout à l'heure du rôle des uns et des autres, peut-être pour la population, ça va vous aider. Kader Bamba me dit pourquoi, par exemple, ne pas s'associer en groupe pour aller au travail, par exemple. Le covoiturage. Oui, le covoiturage, ça existe ailleurs. Ça existe ailleurs et ça existe ici. Parce que nous sommes, on a découvert donc une jeune entreprise qui s'appelle Flex Warren, je crois. Flex Warren, effectivement, qui lance une solution de covoiturage qui peut être une des solutions. Alors, moi, j'allais revenir sur le dernier décret aujourd'hui, si vous voulez, initié par le ministère des Transports, mais adopté en Conseil des ministres, prévoit le covoiturage, prévoir le VTC, prévoir, etc. C'est mode de transport. Mais la condition, c'est qu'il y a un cahier de charges qui est donc là, qui est à respecter. Tu lis les commentaires. Moi, j'allais revenir sur celui-là qui m'a fait un peu rire. Il a dit, on va tous s'asseoir à la maison. Mais ça montre quand même que la population doit réadapter son style de vie. On a entièrement d'avis. Donc, c'est justement, entre autres, comme solution, ce qu'on évoque tout à l'heure, le covoiturage. D'accord. Monsieur Diaby, c'est vrai que là, dans tous les explications que vous avez données, on sent vraiment qu'il y a des efforts qui sont faits. Mais au-delà du sacrifice fait par le gouvernement, du sacrifice fait par les transporteurs et même des populations, vous ne nierez pas le fait qu'autour du transport, il y a une certaine zone mafieuse aussi qui existe. Je prends l'exemple, par exemple, des Nyambro qu'on appelle dans le jargon syndicat Nyambro, qui, malgré tous ces efforts qui ont été faits par le gouvernement pour atténuer ce phénomène, aujourd'hui, continue d'exister pour certains endroits. Est-ce que vous ne pensez pas que ça aussi, d'une manière ou d'une autre, contribue à augmenter de façon substantielle le transport? Parce que quand ils viennent, ils demandent des recettes, ils demandent de l'argent aux transporteurs et ceux-ci sont obligés de faire répercuter sur les populations. Est-ce que là, il n'y a pas un effort à faire? Ah oui, bien entendu, il y a un effort à faire. Il y a un effort à faire à ce niveau, comme il y a un effort à faire à plusieurs niveaux. Vous savez, il y a l'investisseur est dans un secteur privé. Celui qui l'autorise à faire son travail, c'est le secteur public. C'est la force publique. C'est ça. Et lorsque, en tant que transporteur, j'ai fini de remplir le cahier des charges qui me permet de faire mon travail, l'assainissement de mon environnement, la sécurisation de mon environnement revient au secteur public. Et c'est ça. Donc, je ne peux pas être le transporteur, le gendarme, le policier à la fois. Mais ceux-ci souvent se revendiquent d'être de vous, en fait. Ils sont des syndicats. Souvent, ils disent qu'ils sont des syndicats des transporteurs. Ils se revendiquent d'être de votre corporation. Non. Vous savez, la notion du syndicalisme est à revoir. Ah oui, cette notion du syndicalisme dans le transport est à revoir. Est-ce que le thème est galvaudé? Est-ce que le thème il est encore dans son contexte? Ça, c'est un thème qui est à revoir. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes allés au-delà du syndicalisme dans le transport pour nous inscrire plutôt dans une démarche beaucoup plus professionnelle, en mettant en place cette fêtière qu'on appelle aujourd'hui le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier. Alors ça tombe bien justement, parce que la prochaine question, c'est aujourd'hui... Qui se trouve, M. Diaby, dans cette fêtière? Ce haut patronat, il y a qui à l'intérieur de ce haut patronat? La définition parle d'elle-même. Le Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier qui regorge tous les propriétaires, tous ceux qui investissent dans l'achat d'un véhicule de transport public de marchandises et de personnes est concerné donc par les activités du Haut Conseil. Et c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Vous allez voir donc qu'on quitte petit à petit la syndicalisation du débat pour aller beaucoup plus sur la professionnalisation du débat. Et ça s'inscrit dans la droite ligne du gouvernement aujourd'hui qui est donc en train de professionnaliser ce secteur pour que véritablement on ait beaucoup plus affaire à des entités économiques. Peut-on aujourd'hui considérer que ces syndicalistes-là sont illégaux? C'est Nyambro. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire qu'ils sont illégaux, qu'ils n'ont pas le droit d'exister dans les gares? Je suis un citoyen du secteur privé, peut-être comme vous. Il ne me revient pas de juger, si vous voulez, le comportement des gens. Les dispositions réglementaires en la matière, que ce soit au niveau juridique, que ce soit au niveau, si vous voulez, législatif, prévoient donc de désigner tel ou tel comme étant un bandit ou tel et tel comme un délinquant. Et il ne revient pas à moi. Finalement, on a l'impression que la question des Nyambro, c'est comme une patate chaude que tout le monde se lance. Voilà. Donc le gouvernement dit, allez écoutez, c'est dans le domaine du transport, il faut penser à la CENI. Vous dites, ah non, tenez, c'est vous qui avez le pouvoir de mettre de l'ordre. Si quelqu'un spolie quelqu'un de son argent, c'est illégal. Ben ouais, mais et moi, qu'est-ce que je fais? C'est moi, c'est le secteur du transport aujourd'hui qui est sinistré. Oui. Si vous voulez, c'est le transport aujourd'hui qui subit, si vous voulez, ces irrégularités.
Donc c'est ensemble, aujourd'hui, et je vous dis que les dispositions sont en train d'être prises, heureusement, pour essayer de régler ces phénomènes. On a un peu l'impression que Voilà. les transporteurs, les usagers sont un peu les otages de ces Nyambro. Ah non, mais heureusement que c'est une impression. Sinon, la réalité, c'est tout autre chose. C'est tout autre chose. Expliquez-nous ce soir, monsieur. Voilà, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand vous achetez votre véhicule ou quand vous investissez dans un matériel roulant, donc vous l'exploitez. Et aujourd'hui, ce qui est légal dans nos espaces, c'est le conducteur, c'est le passager, c'est le propriétaire du véhicule, quelquefois l'assistance qu'on appelle l'apprenti. Tous ceux qui peuvent intervenir après, en bien, tant mieux, mais en mal, normalement, est devenu un problème pour le système, que nous levons. La correction qui est en train d'être apportée aujourd'hui au niveau gouvernemental, c'est la construction de la gare internationale d'Abidjan. Et cette infrastructure va venir régler en grande partie le problème que nous avons aujourd'hui. Parce qu'il faut noter, après analyse de la situation, que les difficultés qu'on a aujourd'hui dans l'exploitation des lignes avec la présence de ce qu'on appelle les Nyambro et autres, est due au fait que la question des points d'embarquement et des points de débarquement des populations n'est pas réglée. Et lorsque vous ne réglez pas ces problèmes, vous prêtez le flanc à un certain nombre de choses. Vous prenez aujourd'hui les arrêts de la Sotra. Prenez la Sotra. Il y a des quais de la Sotra. Personne ne peut aller à un quai de la Sotra, dire à madame, puisque vous montez, bon, j'ai droit à ça. Donc c'est un problème d'organisation. Et aujourd'hui, les grands projets qui sont sur la table du ministère des Transports, qui sont en train d'être mis en œuvre, permettent aujourd'hui de répondre à toutes ces questions, à travers les projets PMUA, le projet de mobilité urbaine du Grand Abidjan, etc., le PTUIA aujourd'hui. Toutes ces questions sont prises en compte. À terme, vous allez voir qu'à Abidjan, la question des points d'embarquement et de débarquement vont être un mauvais souvenir. Et lorsque vous réglez ces problèmes, vous réglez immédiatement les problèmes de désordre sur les embarquements et les débarquements des populations. C'est très bien. Parlons de désordre, je vais en venir à la discipline sur les routes. Donc, on a vu, en 2021, vous avez fait une opération de sensibilisation avec le ministère du Transport auprès de vos transporteurs. Est-ce que vous pensez que ça a porté ses fruits? Est-ce que les chauffeurs de Gbaka, de Wara et de taxi conduisent mieux en 2022, surtout avec la mise en place de la vidéo-verbalisation? Est-ce que vous sentez qu'il y a une amélioration? Ah oui, bien entendu. Là, je parle sous le contrôle de monsieur le ministre des Transports, que je voudrais saluer ici, parce que les efforts qui ont été donc déployés dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la sécurité routière ont porté donc le fruit. Aujourd'hui, sur les grands axes en Côte d'Ivoire, de plus en plus, nous assistons de moins en moins aux accidents dramatiques avec les autocars. Il y a quelques mois de cela, nous avions 10 morts, 15 morts, 20 morts. C'était un quotidien sur les routes. Mais depuis quelque temps, ce phénomène commence à baisser drastiquement. Au niveau d'Abidjan, la satisfaction, je peux dire, elle est vraiment palpable. La question de passer les feux sans respecter, de griller les feux commence à être compris comme une faute à ne pas commettre. Les accidents qui ne sont vraiment pas explicables, on n'en voit plus à Abidjan. Les Gbaka qui se renversent à la descente du Banco aujourd'hui, on commence à ne plus voir cela. Il y a toujours des queues de poissons, mais... Non, mais ça c'est le phénomène. Ça, c'est des exceptions à la règle. Mais je vais vous dire que la situation elle est encourageante aujourd'hui et il faut continuer sur cette lancée, sur cette grande action donc, déployée par le ministère des Transports. Bon, vous n'êtes pas le responsable des Gbaka. On ne peut pas donc expliquer, enfin, on ne peut pas justifier le comportement de certains Gbaka. J'aime bien votre optimisme, mais bon, il faut reconnaître que, en ce moment, je ne sais pas qui organise donc les Gbaka à Abidjan, mais il faut être sur les routes pour constater que ces Gbaka, permettez-moi de dire, n'ont pas vraiment compris grand-chose dans cette histoire de vidéo-verbalisation. Non, parce que franchement, permettez-moi de dire, vous êtes bien gentil, monsieur le directeur général, mais... ça n'a pas vraiment changé. Ah, non. Écoutez, vous savez, que ce soit les Gbaka, que ce soit les taxis communaux, que ce soit les camions, que ce soit les autocars, ils sont tous coordonnés par le Haut Conseil. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a constaté à un moment donné que les mini-cars Gbaka étaient à la base de beaucoup de cas d'indiscipline, si vous voulez, dans le district d'Abidjan. Alors, il fallait faire quelque chose. Et je vous dis, la stratégie
déroulée en ce moment par le ministère, en concertation avec l'ensemble des acteurs sur le terrain, commence à porter les fruits. Cette stratégie porte sur quoi concrètement? Est-ce qu'il y a une mise à niveau des chauffeurs en leur faisant relire le code de la route? Mais oui, aujourd'hui, plus de 11 000 acteurs du secteur du transport sont passés par le renforcement des capacités aujourd'hui. Et ça, tous vont être sanctionnés par la délivrance d'un CACR, un certificat d'aptitude à la conduite routière, qui va s'ajouter au permis de conduire pour que ce conducteur-là soit considéré comme quelqu'un qui a eu une capacité renforcée. Et même au niveau des transporteurs, aujourd'hui, le ministère a mis en place un système de formation, de renforcement des capacités des transporteurs, chefs d'entreprise ou transporteurs individuels, pour que la question de la gestion du véhicule, en termes financiers comme en termes mécaniques, soit aussi maîtrisée par le transporteur. Parce qu'une chose, c'est d'avoir l'argent pour acheter un véhicule, mais l'autre chose, c'est de pouvoir gérer le véhicule. Et aujourd'hui, pour éviter ces faillites en cascade, avec le chômage que cela peut entraîner, le ministère donc, a instauré aujourd'hui les NACP, je crois une association de professionnels de, je ne sais pas moi, quelque chose de ce genre-là, qui permet donc aux chefs d'entreprise ou aux transporteurs d'avoir une connaissance en matière de gestion de sa flotte. Le matériel coûte de plus en plus cher, les intrants coûtent de plus en plus cher, l'environnement est de plus en plus serré, elle est de plus en plus concurrentielle, parce qu'aujourd'hui, il faut dire qu'on est ouvert aujourd'hui sur les autres pays de la sous-région. Et si vous voulez, on ne parle plus dans le transport en termes de pays, on parle aujourd'hui dans le transport en termes de sous-région. Et là, la compétition des routes au niveau de la sous-région, elle devient de plus en plus féroce. Et nous, en Côte d'Ivoire, le défi que nous avons à relever aujourd'hui, c'est le défi non seulement de la maîtrise de la route nationale, mais de la route sous-régionale. Et cela demande un certain nombre de professionnalisme que nous sommes en train de développer avec donc, le gouvernement. Monsieur Ibrahim Diaby, vous restez en notre compagnie quelques secondes. On souffle et on vous retrouve après un tour de volant. Nous sommes de retour sur le plateau du Live Talk. Vous nous regardez sur les canaux 206 du bouquet Canal+, et numéro 6 de la TNT. Merci d'être toujours dans notre compagnie. Merci de nous suivre à la télé, de réagir sur nos pages des réseaux sociaux. Et notre invité, donc, ce soir, est monsieur Ibrahim Diaby, le directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire. Monsieur Diaby, les Ivoiriens vous regardent ce soir. Ils ont été trop nombreux à réagir. Qu'est-ce qu'on peut leur dire pour les rassurer que cette situation est difficile, mais ce n'est pas une fatalité? Je pense que vous avez déjà, avec ce bout de phrase-là, vous avez déjà planté le décor. Effectivement, nous traversons une situation difficile qui n'est pas propre à la Côte d'Ivoire, qui n'est pas propre au secteur du transport et qui est, je peux dire, mondial. Nous faisons ce constat et nous sommes obligés donc, de subir donc, les effets de ce dysfonctionnement international. En ce qui concerne le transport routier, je le dis, je le répète, la situation n'est pas alarmante. Dans la mesure où le gouvernement est en train de faire un effort que nous saluons. Plus de 60 milliards, je pense, sont dégagés, je crois, chaque mois ou chaque 3 mois, pour pouvoir contenir, pour pouvoir éviter d'augmenter le gasoil. Et ça, nous devons en être conscients. Je vous le dis, si jamais le gouvernement avait pris la décision d'augmenter le gasoil, on n'en serait pas en train de parler parce que c'est à tous les niveaux qu'il y allait avoir des augmentations de prix du transport. Mais aujourd'hui, cet effort qui est fait par le gouvernement doit être reconnu. Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir sur presque la totalité des lignes interurbaines et les lignes internationales un tarif de transport qui n'a pas bougé et qui n'est pas prêt à bouger. Ce que nous constatons malheureusement, c'est sur ceux qui consomment le super et qui sont dans le transport urbain. Mais face à la situation que nous vivons depuis ce matin, face donc aux réactions que nous avons, nous pouvons dire que la situation n'est pas aussi alarmante que cela. Parce qu'en Côte d'Ivoire, même si vous mettez 1 franc sur... vous réagissez de 1 franc, il va y avoir des réactions. Mais les réajustements qui sont faits aujourd'hui, à notre avis, ne sont pas du tout alarmantes. Et les dispositions que nous sommes en train de prendre aujourd'hui visent à tout faire pour que la situation soit maîtrisée et qu'elle n'échappe pas à tout contrôle.
C'est pour ça que nous voulons aujourd'hui rassurer les Ivoiriens, rassurer nos usagers, pour leur faire comprendre qu'on va certainement avoir des difficultés sur un certain nombre de lignes, mais nous sommes en train de nous battre pour que nous restons dans une proportion raisonnable. Il faut aussi noter que les courses qui sont faites aujourd'hui par nos véhicules en termes de transport urbain à Abidjan sont rendues un peu difficiles du fait que la construction des infrastructures au niveau que nous saluons aujourd'hui crée un certain nombre de désagréments en termes de bouchons, en termes de consommation aussi élevée du carburant. Alors parce que pour un trajet que vous pouvez faire en 5-10 minutes, aujourd'hui vous le faites en 20, peut-être 30 minutes, voire en 40 minutes. Donc vous avez une consommation élevée avec un prix qui vient d'être augmenté. Quand vous mettez ces deux facteurs ensemble, vous comprendrez donc la réaction du chauffeur qui peut-être fait un petit réajustement. L'un met dans l'autre, notre responsabilité dans cette affaire en tant que fêtière des transporteurs, c'est de veiller à ce que la situation n'échappe pas à tout contrôle et qu'elle puisse permettre donc au consommateur final, qui est donc l'usager qui emprunte le véhicule, de pouvoir maîtriser sa charge financière. Monsieur Ibrahim Diaby, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Je rappelle, vous êtes directeur général du Haut Conseil du patronat des entreprises de transport routier de Côte d'Ivoire. Vous avez bien voulu être sur notre plateau pour essayer un tout petit peu de rassurer les uns et les autres et surtout d'apporter des éléments d'éclairage à propos de votre fêtière. Merci beaucoup encore une fois. Merci. Merci Edith, merci Rayana, merci Élisée, merci à toutes les équipes techniques et éditoriales. Ce numéro du Live Talk et tous les autres sont réalisés par Eliane Lago. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur nous, qu'il veille sur la Côte d'Ivoire. À demain.